Du côté de chez Swann, version abrégée, troisième partie, nom de pays, le nom. Mes insomnies au cours desquelles je me rappelais mes chambres d'autrefois me ramenaient souvent à une chambre d'aspect totalement opposé à celle de Combray, celle du grand hôtel de la plage de Balbec, très moderne. Ce Balbec réel était très éloigné de l'image que je m'en faisais, impatient de découvrir les tempêtes de bord de mer, lorsque Françoise m'emmenait jouer aux Champs-Élysées les jours de grand vent. Je rêvais de Balbec à cause de mes conversations avec le Grandin, qui évoquait cette station balnéaire comme la fin extrême de la terre française, en face du royaume de la mer. Monsieur Swann, à qui j'avais demandé si Balbec était l'observatoire idéal pour les tempêtes en mer, me parla de sa curieuse église du XIIe siècle, d'un style presque persan. Et, dans mon esprit, Balbec, en conjonction avec la nature la plus sauvage, se mit à vivre au Moyen Âge, mêlant tempête et gothique, en un tableau épique. Je rêvais de prendre le train, de parcourir une Normandie couverte de villes aux noms tous plus attirants. Ce désir intense d'église gothique sur fond de tempête fut balayé par la décision prise par mes parents de m'envoyer pour Pâques en Italie du Nord, ce qui éveilla en moi un désir encore plus fort de soleil, de Florence et de Venise. Mon imagination était exaltée, et les noms des villes où je me voyais déjà leur donnaient à chacune une personnalité unique. Ces noms étaient tous porteurs de rêves, d'images simples. Ces rêves d'Italie, de Florence, de Pise étaient comme un rêve d'amour. Et quand mon père choisit les dates en avril où nous partirions pour Venise, j'atteignis le comble de l'allégresse. Pour mieux ressentir cette extase, je me dévêtis dans ma chambre afin de mieux sentir l'air vénitien, l'air marin et tout ce que le nom de Venise contenait de promesses. Ainsi, non seulement j'attrapai une fièvre qui m'empêcha de partir, mais le médecin recommanda d'éviter tout voyage et toute cause d'excitation pendant au moins 1 an. Il défendit aussi qu'on me permette d'aller voir la Berma au théâtre, ce qui m'aurait consolé. À la place, et à mon grand désespoir, on m'envoyait jouer régulièrement aux Champs-Élysées sous la surveillance de Françoise, qui nous avait suivis après la mort de ma tante Léonie. Un jour, pendant l'une de ces promenades ennuyeuses, j'entendis crier le nom de Gilberte, la fille de Swann. Et maintenant, chaque jour, j'attendais impatiemment d'aller aux Champs-Élysées en espérant que Gilberte y fût aussi. Elle n'y était pas toujours, et, lorsqu'elle était là, j'espérais être invité à joindre ces jeux, ce qui finit par arriver. Je guettais à présent le temps, suivant les saisons, tâchant de deviner si Gilberte viendrait jouer. Un jour de neige, nous nous retrouvâmes seuls avant que le reste de sa bande n'arrivât. Et ce hasard si heureux me donna l'espoir d'une amitié florissante entre nous. Je pensais tout le temps à elle. J'écrivais son nom à longueur de cahier. Mais j'étais malheureux, car mon amour n'était pas réciproque et j'étais à un âge où je pensais que l'amour était une entité en dehors de nous, avec ses lois déterminées sur lesquelles je n'avais pas de pouvoir. Mais à chaque fois que je retrouvais Gilberte, elle agissait comme une simple camarade de jeu. Je me résignais alors à prendre la prochaine rencontre pour pouvoir faire progresser notre amour. Elle me donnait des gages d'amitié, comme lorsqu'elle répondit à un télégramme que je lui avais envoyé en m'apportant une brochure de Bergotte sur Racine, ou en m'appelant par mon prénom. Parfois, elle me faisait de la peine en me montrant, qui plus est en me disant, qu'elle était bien contente de ne pas me voir, ayant mieux à faire ce jour-là. Parfois, son père venait la chercher. Mes parents ne le voyaient plus, et il agissait comme s'il ne me reconnaissait pas. Et lui, qui ne m'avait en rien intrigué du temps où il fréquentait ma famille, il m'apparaissait maintenant comme un personnage historique, un personnage important ayant des contacts avec les grands de ce monde. Mais surtout, il était le père de Gilberte. Pendant ce temps, Gilberte se dérobait, et je ne pouvais pas lui déclarer mon amour.
J'imaginais la lettre qu'elle m'enverrait sous peu et qui éluciderait toutes ses reculades vis-à-vis de moi. Mais comme je savais qu'en vérité cette lettre n'était écrite que par moi-même, je n'avais que le recours de me jeter sur une page non pas écrite par Gilberte, mais envoyée par elle, un écrit de Bergotte sur la mythologie dont Racine s'était inspiré, et ce texte m'aidait à justifier ma passion. Comme Swann avait trouvé une justification esthétique à sa passion pour Odette. Quant à Bergotte, ce sage vieillard, je l'aimais à présent, surtout à cause de Gilberte. Pourtant, je me rendais bien compte que les seuls sentiments de Gilberte pour moi n'étaient que de l'indifférence, et que, dans notre amour, moi seul aimais. Je répétais sans cesse le nom de la rue où elle habitait. Je faisais prononcer le nom de Swann à mes parents le plus souvent possible. Je faisais aussi l'éloge de la vieille dame qui lisait le journal aux Champs-Élysées, connaissance de Gilberte, jusqu'au moment où, ayant obtenu son nom, je le répétais à ma mère qui par hasard la connaissait et la trouvait extrêmement vulgaire. J'essayais d'imiter Swann. Un soir, ma mère raconta qu'elle avait rencontré dans le magasin Swann. C'était aux Trois Quartiers, et ils avaient fait tous les deux comme s'ils n'étaient pas en froid. Mais elle craignait qu'on ne la pousse à un réchauffement de leur amitié alors qu'elle ne voulait vraiment pas avoir à fréquenter madame Swann. Swann, durant cette rencontre, lui avait dit que je jouais avec sa fille. Il m'avait donc reconnu. Je me rendis compte alors que mon amour pour Gilbert avait fait des Swann une famille qui sortait du lot des relations de mes parents. Pour eux, cette famille n'avait plus rien de spécial. Quand je savais que Gilberte ne viendrait pas jouer aux Champs-Élysées, j'emmenais Françoise du côté de la maison de mon amie. Parfois même, j'y rencontrais son maître d'hôtel, ce qui me transportait d'émoi. J'allais aussi dans la direction où je risquais d'apercevoir Swann en route pour voir son dentiste. Mais le plus souvent, j'entraînais Françoise au bois de Boulogne où madame Swann, d'une élégance exquise, se promenait tous les jours, en particulier dans l'allée des Acacias, connue pour être fréquentée par de célèbres beautés. À ce moment-là, la vue de madame Swann me bouleversait tout autant que si ça avait été Gilberte. À un moment, en effet, c'est dans l'allée des piétons, marchant vers nous, que j'apercevais madame Swann, laissant s'étaler derrière elle la longue traîne de sa robe mauve, vêtue, comme le peuple imagine les reines, d'étoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient été de prendre de l'exercice, sans penser qu'elle était vue et que toutes les têtes étaient tournées vers elle. Parfois pourtant, quand elle s'était retournée pour appeler son lévrier, elle jetait imperceptiblement un regard circulaire autour d'elle. Madame Swann souriait aux messieurs qui interprétaient ce sourire majestueux selon les rapports qu'ils avaient eus avec elle du temps où elle n'était qu'une cocotte. Elle irradiait. Ce bois de Boulogne féerique, je l'ai retrouvé récemment, en novembre. Mais malgré la splendeur des feuillages d'automne, les belles d'autrefois, parmi lesquelles la plus resplendissante était madame Swann, ont été remplacées par des silhouettes modernes, vulgaires. L'élégance n'existe plus. Je revis quelques femmes de l'ancien temps, à présent devenues l'ombre de ce qu'elles avaient été. Essayer sur place de retrouver un tableau dans sa mémoire n'est que peine perdue. Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. Fin de Du côté de chez Swann.